Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce 22h. Voici tout de suite ce que nous avons au sommaire. Coopération Djibouti-chinoise, le président parraine la signature de 4 nouveaux accords. Voilà, donc c'était les titres. Bienvenue à vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a parrainé aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski une cérémonie de signature de 4 conventions portant sur les ports et zones portuaires entre Djibouti et des investisseurs chinois. Outre le président de la République, de nombreux membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie, ainsi que la chargée d'affaires de l'ambassade de Chine et les promoteurs chinois. Est notamment présent le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Intérieur, ainsi que des nombreux hauts responsables djiboutiens. Le premier accord a été paraphé par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi et Hu Jinho. Ce premier accord porte sur la construction d'une nouvelle zone franche sur une superficie totale de 4,8 km². La première tranche de cette zone couvrira une superficie d'1,5 km². Elle sera la plus gigantesque zone franche et la plus grande du continent africain. Pour ce qui est du second accord, il porte sur le lancement par la Chine de la nouvelle route de la soie. Djibouti a été choisi comme le bureau africain de la route de la soie, un projet pour la Chine dont l'investissement total s'élève à 48 milliards de dollars. Il convient donc de rappeler que la route de la soie désigne un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant la ville de Chang'an, l'actuelle Xiang'an. Aujourd'hui, cette nouvelle route reliera la Chine à l'Afrique en passant par le Golfe. Aujourd'hui, cette signature de 4 accords concerne les infrastructures de la zone franche que nous allons commencer la construction dans les mois qui viennent. Il s'agit de 42 000 km² de zone franche industrielle. Et parmi ces 48 000 km², nous allons commencer 1,5 km de km² cette année et finir ces projets avant décembre 2016. Vous savez, ça va apporter beaucoup à l'économie nationale. Ça va résoudre les problèmes d'emploi que connaît notre pays. Donc il y a des sociétés, des industries qui vont venir s'installer à Djibouti et nous espérons attirer les 20 premières industries au courant de 2017 et terminer les travaux d'infrastructure avant la fin de cette année, au mois de décembre au plus tard. Donc c'est un projet qui porte beaucoup d'espoir pour notre pays et c'est la vision et l'objectif du président de la République de résoudre ces problèmes des chômages des jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que ces travaux d'infrastructure ont été lancés. Et le deuxième projet concerne la route de la soie. Comme vous êtes au courant, la route de la soie elle a deux itinéraires. L'un qui passe par la terre et puis l'autre par la voie maritime. Et l'itinéraire qui passe par la voie maritime, nous sommes heureux d'apprendre que ça passera par Djibouti. Et ça a été confirmé, donc on va signer aussi un deuxième accord au niveau de Port et Zone Franche, en ce qui concerne la route de la soie. Et pour ce qui concerne le troisième accord, il porte notamment sur l'établissement d'une chambre de compensation qui permettra aux opérateurs économiques djiboutiens de réaliser des échanges avec la Chine, c'est-à-dire avec le franc Djibouti directement. Pour plus de précision, écoutez les explications du gouverneur djiboutien Ahmed Ousmane. Ce matin, effectivement, nous avons signé quelques conventions avec une société chinoise derrière laquelle se trouvent pas mal d'entreprises qui a essentiellement pour activité, pour mission, de faciliter et de créer un environnement pour promouvoir un peu les échanges avec la Chine
et surtout créer des infrastructures qui permettront aux commerçants, à la fois des Djiboutiens, africains, d'échanger plus facilement avec l'Afrique. Il s'agit de la création d'une plateforme qui permettra de se faire réaliser un échange direct avec la Chine, RMB avec les francs de Djibouti directement. En fait, c'est une espèce de chambre de compensation qui permettra à nos opérateurs d'avoir plus de facilité pour commercer avec la Chine. Et à travers Djibouti, nous espérons permettre à pratiquement tous les pays de la région d'utiliser cette plateforme pour commercer avec la Chine. Cette plateforme permet également d'élargir les horizons avec les activités du port. Nous avons une grosse zone zone franche qui va s'établir sur Doralé, qui a été développée par les autorités du port de zone franche, qui permettra, comme on l'avait déjà dit à plusieurs fois, d'attirer des investisseurs. Les Chinois sont déjà là, ils sont là en masse et ils sont intéressés de s'implanter assez rapidement. Donc ce matin, nous allons signer quelques conventions qui permettront à ces groupes de s'installer définitivement dans ces zones-là. Et enfin, le quatrième accord signé par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, et Liu Feng porte sur un accord cadre de développement de la coopération stratégique avec la Chine pour faire de Djibouti une place bancaire et financière régionale. Cet accord va permettre aux banques chinoises de s'installer à Djibouti dans le cadre du projet de la route de soie et permettra aussi de fluidifier le flux financier entre l'Afrique et l'Asie. Bref, Djibouti a été choisi comme pays récipiendaire. Dans une interview qui nous a accordé, Liu Feng a indiqué que cet accord va fortifier les relations qui existent entre Djibouti et la Chine. Nous voyons, a-t-il dit, que Djibouti est un pays important et incontournable. La Chine n'exporte pas seulement ses produits, mais aussi son capital. Alors c'est dans cette optique qu'étant membre de la société EasyBay Group, nous sommes une plateforme qui facilite l'import et l'export dans les paiements financiers. Mais aussi nous procurons des solutions d'échange et de devises directes, car avant, comme le dollar était la devise internationale, après Bretton Woods, il fallait passer par le dollar pour faire les échanges de devises. Et dans un futur proche, nous allons faire cela directement sans passer par le dollar. Cela va nous coûter moins cher sur le coût du commerce international. La Chine, a-t-il poursuivi, est un bon partenaire avec la République de Djibouti. C'est important de faire du commerce tout en utilisant les deux devises des deux pays. Notre objectif est d'amener les investissements chinois à Djibouti pour booster le développement. Et par la suite, le président de la République a eu une rencontre avec la délégation chinoise. Les discussions essentiellement porté sur des relations bilatérales existantes entre la République de Djibouti et la Chine. L'entrevue a vu la participation, outre le chef de l'État, du ministre de l'économie et des finances, djiboutien Ilyas Moussa Daoualé, ainsi que plusieurs autres responsables. À l'issue de la rencontre, le numéro 1 djiboutien nous a accordé une interview où il a indiqué, je cite, « Il y a deux choses ici, que Djibouti soit un grand centre d'échange monétaire et commercial au niveau africain. Ce centre sera le premier du genre que le gouvernement sur le point d'entamer sa construction. Le but essentiel de cette démarche est de relever le niveau de devises chinoises et djiboutiennes, sachant que jusqu'à ce jour, les différentes transactions au niveau mondial s'effectuent uniquement en dollars. Ainsi, dans le gouvernement chinois, a l'ambition et le désir de remonter la valeur du yang, et le yang est devise chinoise, en faisant sorte que les échanges commerciaux s'effectueront à partir de ce centre en yang. Et cela va engendrer des grands bénéfices et une renommée internationale pour nous et nos partenaires. Et deuxièmement, a poursuivi le chef de l'État, il a été prévu au départ 48 km² seront occupés par des entreprises et différents espaces commerciaux de tendance libérale. Cela, a souligné le président, c'était ce qui devrait se faire dans un avenir proche. Mais moi, j'ai demandé au gouvernement chinois d'aller plus vite et de mettre sur place, au moins pour commencer, un premier espace commercial d'1 km² et qui sera achevé de préférence cette année. Et selon le chef de l'État, la construction va bien sûr créer et engendrer entre 15 000 et 10 000 emplois, et cela très rapidement, car les entreprises chinoises seront sur place, les produits seront manufacturés sur place et exportés à partir de ce centre et de chez nous. Les accords signés par les autorités djiboutiennes et chinoises viennent de renforcer encore davantage une coopération déjà fructueuse du transport aux infrastructures portuaires en passant par les projets sociaux. La coopération sino-djiboutienne s'articule autour de nombreux axes. C'est un magazine de la rédaction et commenté par Abdelazar Ali-Dirani. Port, aéroport, voies ferrées,
zones industrielles, zones franches. En tout, ce n'est pas moins de 14 projets d'infrastructures colossaux que la Chine finance en République de Djibouti. Certains seront prochainement inaugurés, d'autres sont déjà entrés en service. En quelques années, l'Empire du Milieu est donc devenu un partenaire stratégique de la République de Djibouti qui a longtemps été considéré comme simple poste militaire avancé pour les grandes puissances. C'est le président Ismaël Omar Guelleh qui, dès son arrivée à la tête de la magistrature suprême du pays, décide de fructifier les relations de coopération avec les pays amis, notamment avec la Chine. Étroitement liés sur le plan politique, les deux pays commencent à maintenir des échanges de visites fréquents de haut niveau. La première visite officielle du chef de la diplomatie chinoise à Djibouti au début du mois de janvier 2014 en dit long sur l'excellence de relations de coopération entre les deux pays. En effet, ce déplacement qui coïncidait avec la célébration des 35 ans des relations d'amitié sino-djiboutiennes a été l'occasion de signer un grand nombre d'accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines: économie, santé, éducation, infrastructure et tourisme. La visite du chef de la diplomatie chinoise ouvre donc la voie à un partenariat que rien n'arrêtera. La première puissance économique mondiale décide de financer et construit une nouvelle voie ferrée qui reliera Djibouti à Addis Abeba. Les infrastructures financées par la République populaire de Chine ne s'arrêtent pas là. Plusieurs ports spécialisés, 2 nouveaux aéroports, le projet d'adduction d'eau potable depuis l'Éthiopie. La Chine soutient Djibouti sur tous les fronts. Outre les volets économiques des relations, boostés aujourd'hui par la signature des 4 nouveaux accords, les deux pays ambitionnent notamment d'aller au-delà. La Chine, qui est désormais une puissance militaire sur l'échiquier mondial, compte profiter de la position stratégique de Djibouti. C'est dans cette optique que le plus haut gradé militaire chinois a effectué en novembre dernier une visite de travail de 48 heures dans notre pays. Tout cela illustre parfaitement l'étroitesse des liens de coopération, mais démontre également la réelle confiance mutuelle entre les dirigeants des deux pays. Toujours en nouvelle nationale, l'athlète cubain Javier Sotomayor reçu par le Premier ministre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu à son tour hier l'athlète cubain Javier Sotomayor, ancien champion du monde et médaillé olympique du saut en hauteur. Eh bien, ce dernier a été invité à Djibouti par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul. L'entrevue entre l'athlète et le Premier ministre s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, l'ambassadeur de Cuba à Djibouti et le secrétaire général du département de la jeunesse et des sports, Wahib Hamadou. Le Premier ministre a remercié l'athlète pour son déplacement à Djibouti et a souligné que sa visite permettrait aux sportifs djiboutiens de profiter de son expérience. Le grand champion a également rendu visite au président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aussi le champion cubain Javier Sotomayor, détenteur du record du monde en saut en hauteur. Ainsi, il a été introduit auprès du président de l'Assemblée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul. L'ambassadeur de Cuba à Djibouti et de nombreux parlementaires ont assisté à l'entretien. Le président de l'hémicycle a félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour avoir pris cette initiative d'inviter ce grand sportif. Cette visite, a-t-il souligné, aura son impact sur les jeunes qui voudront lui ressembler ou s'intéresser au moins au saut en hauteur. Javier Sotomayor, le célèbre recordman du monde en saut en hauteur, a pu également aller à la rencontre de sportifs djiboutiens. Cela s'est passé à l'Institut de formation des cadres et des sportifs de Balbala. Cette rencontre initiée par le secrétariat d'État à la jeunesse au sport a pour but de renforcer le développement du sport djiboutien conformément à la feuille de route tracée par le chef de l'État qui demeure le premier supporter du sport national. Sotomayor a partagé ses expériences avec le mouvement sportif djiboutien. Il s'est déclaré heureux de se retrouver parmi nous à Djibouti et a exprimé ses vifs remerciements au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et pour l'invitation et l'accueil chaleureux. Cuba et qui ont déjà pris leur diplomatie à Djibouti, et aussi des experts cubains qui sont là pour collaborer et renforcer le sport et le développement du sport djiboutien. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour nous, les Cubains, en particulier pour moi, et notre invité de marque, M. Javier Sotomayor, et les entraîneurs cubains qui sont ici présents.
nous remercions beaucoup la gentillesse et de la part du secrétaire d'État particulièrement et du gouvernement de Djibouti pour l'invitation qu'il a adressée à M. Sotomayor pour faire une visite ici, une visite d'échange au point de vue sportif, de pouvoir voir les possibilités de développer les sports à Djibouti. Et sous l'égide toujours du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est tenu ce lundi dans les locaux de l'Assemblée nationale un important atelier d'information des parlementaires sur les contributions de Djibouti à la COP 21 qui s'est tenue le 30 novembre 2015 et le 12 jusqu'au 12 décembre 2015 dernier à Paris. Ainsi sur les accords de Paris sur le climat signés à l'issue des travaux de cette conférence, notamment la présence de cet atelier du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ainsi que de nombreux hauts cadres de son département ministériel. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles avec l'objectif de faire de notre pays le premier pays africain à accéder à 100% d'énergie verte à l'horizon 2020. Le jeudi 14 janvier 2016 dernier, sous le haut patronage du chef de l'État, nous avons assisté à la cérémonie de lancement de la pose de la première pierre au Grand Para pour la construction d'une centrale solaire avec la production d'énergie solaire à plus grande échelle. Le potentiel géothermique et éolien seront également développés prochainement dans notre pays. C'est dire l'intérêt tout particulier que revêt la croissance verte pour le développement de notre pays, mais aussi en termes de création de richesses et d'emplois à plein temps induits. Et pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a salué l'initiative du président du Parlement d'organiser un atelier sur une thématique d'une importante capitale et a félicité les parlementaires pour leur implication dans la préservation de l'environnement naturel. Il a mis en exergue l'importance de sensibiliser la population sur la question environnementale. Pour moi, c'est aussi un plaisir de participer à l'atelier, à l'inauguration de l'atelier, ayant pour objectif la sensibilisation, l'information, l'échange d'informations avec l'Assemblée nationale. Je suis très heureux de constater que depuis ce dernier temps, l'échange entre l'Assemblée et mon département est de plus en plus concret et ceci montre aussi les intérêts que vous portez et pour cela je dois vous remercier. Le deuxième point que je voulais soulever, avant d'aller directement au COP 21, nous avons des activités sur le terrain de développement durable, particulièrement en matière d'aménagement de territoire et développement agro-pastoraux. Pour le moment, nous avons le programme agro-pastoral Assamo Adaïdou, qui est un jumelage de deux villages, le programme agro-pastoraux Grand Bara Petit Bara. Nous avons notre programme Halé, la plaine côtière, de Tajoura. Bientôt, nous aurons aussi deux autres programmes. Et parmi les programmes aussi, à côté des programmes agro-pastoraux, nous avons des fois des actions visant à protéger les agglomérations. Je prends l'exemple de la digue de protection de Marsaki, Tajoura, qui doit mettre haut l'ancienne zone du port, de l'aéroport, et puis tous les quartiers Marsaki, et qui est fait l'objet
et des inondations de ces quartiers et rend impossible la viabilisation et l'occupation des terrains qui sont en aval. Et à l'issue de cette présentation exhaustive, des échanges interactifs soutenus ont nourri les débats entre les élus nationaux et le haut cadre du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Rappelons enfin que l'accord de Paris sur le climat sera ratifié au siège des Nations Unies le 22 avril prochain et qu'il sera ensuite soumis à l'approbation des parlements nationaux pour ratification. Signature d'une convention de subvention. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Las Moussa Dawale, et le directeur de l'agence française de développement, Jean-Philippe Natal, ont procédé donc ce matin à la signature d'une convention de financement dite Fonds pour les études et le renforcement des capacités. En effet, cette convention a été signée en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Cette subvention dite Fonds d'études et de renforcement des capacités est d'un montant de 300 000 € et est essentiellement destinée à financer l'appui à la mise en place des cadres juridiques et institutionnels des parlements, des partenariats publics privés en République de Djibouti. Le programme concerne l'amélioration de l'environnement et des affaires visées à initier le secteur privé à participer au développement des infrastructures. D'investissement, et comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est un cadre qui servira à favoriser le financement d'opérations à partir de fonds publics, mais également en utilisant davantage la ressource d'investisseurs privés. Et c'est dans ce cadre-là que l'Agence française de développement, France Expertise Internationale, ont apporté leur savoir-faire, vont apporter leur savoir-faire pour développer, renforcer, moderniser la législation djiboutienne. Et en mettant en place un accord de partenariat public-privé bien défini et clair, l'on va stimuler l'investissement. Ainsi, par le biais d'un contrat bien établi, l'autorité publique fait appel à une entreprise privée pour financer, concevoir, construire et ou gérer un équipement. Afin d'attirer les investissements privés, le gouvernement s'est engagé à mettre en place ce cadre juridique et institutionnel approprié. Écoutons d'ailleurs les explications du ministre des Économies et des Finances. Comme vous savez, la République de Djibouti et la France partagent beaucoup d'histoires et beaucoup d'intérêts depuis toujours. Et nous sommes dans ce processus de développement de la coopération entre nos deux pays. En l'occurrence ici sur un sujet hautement stratégique et d'importance pour la République de Djibouti, c'est-à-dire la promotion des investissements directs étrangers. Cet investissement direct étranger a besoin de conditions institutionnel, juridique pour pouvoir être généré et donc profiter à la République de Djibouti. Ces conditions sont donc un cadre institutionnel pour développer le partenariat public-privé. On sait très bien que désormais, la capacité du gouvernement, comme la capacité de certaines institutions, sont limitées parce que les ressources ne sont pas illimitées. En dehors de ce qui relève des priorités du gouvernement et donc de l'obligation du gouvernement, tous les autres investissements doivent être développés par des partenariats ou voire des investissements privés directs, que ce soit national, mais également internationaux. Donc c'est ce cadre-là que Expertise France va pouvoir apporter leur concours pour mettre en place ces cadres juridiques et former nos collaborateurs, les spécialistes djiboutiens, dans ce type d'action et de processus. Et c'est pour cela que donc avec l'AFD et la République française finançant donc tout ce processus, nous remercions l'ambassadeur que nous accueillons chaleureusement en République de Djibouti d'ailleurs, mais également donc de cette coopération qui a plus de 40 ans maintenant avec l'AFD en République de Djibouti. Le ministre de la Communication en déplacement à Tadjoura avec une forte délégation. À sa tête, le ministre de la Communication chargé des postes et de télécommunications, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendu hier à Daïlou. Cette délégation comprenait également plusieurs responsables de la société de Djibouti Télécom, le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Bouneïta, ainsi que le président du conseil régional de Tadjoura, Hassan Hussein. Ce déplacement consistait à vérifier le bon fonctionnement des réseaux de connexion de téléphones mobiles et à sa portée. Et à son arrivée sur les lieux, la délégation a été accueillie chaleureusement par les Okal d'Adaïlou et de Dafé Naïtou.
Ensuite, ils ont fait un briefing avec les sages de Werima pour répondre à leurs doléances. Les sages d'ailleurs tenus à remercier le ministre de la Communication qui a initié ce projet important dans leur quotidien afin qu'ils puissent entrer en contact avec leurs proches. Afin de rendre le faisceau hertzien fonctionnel, le nombre d'antennes de réception et de renvoi des communications ont été multipliés. La région de Werima est ainsi progressivement couverte pour recevoir ou envoyer des appels téléphoniques et de bénéficier également de la connexion Internet. Les sages ont répondu qu'ils sont conscients qu'avec l'installation du réseau et d'une centrale solaire, l'accès à Internet sera un grand avantage. Le ministre de la Communication a remercié les Okada d'Ailou et de Dafeinatou pour leur accueil et leur a promis que toute la région Werima sera couverte pour l'accès au réseau de la téléphonie mobile et de l'Internet. Et enfin, la délégation s'est rendue sur le site où a été installée la centrale solaire. Le ministre a fait un briefing sur l'importance de ces équipements coréens. Pour la suite, la délégation a visité le site du réseau portable. Des délégués du Bureau international du travail à Djibouti, une délégation du Bureau international du travail a entrepris un séjour à Djibouti. Cette délégation est composée de 2 experts, Mona Rendiaï, juriste principal, et de Franco Amato, en charge des questions sur le respect des normes internationales du travail. Cette visite fait suite à une requête introduite par le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration pour une assistance technique dans le domaine du respect des normes internationales du travail. Ces 2 experts vont animer un atelier de formation pendant 4 jours à l'INAP. Pour avoir participé donc à la formation du personnel en matière de normes internationales du travail. Au cours de ce séjour, essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire avoir une formation et aussi des rapports en matière de soumission et également avoir des rapports article 22, c'est-à-dire sur les conventions ratifiées. Donc j'espère que cette mission sera fructueuse et d'après le nombre élevé de personnes ici présentes dans la salle, je vois déjà un grand intérêt pour les travaux de cette semaine. Et selon les directeurs du travail, cette expertise va contribuer en premier lieu à un renforcement des capacités des cadres et de la direction du travail, de l'inspection du travail implique dans la relation du BI. Et va également permettre à notre pays d'être en règle et à jour avec les applications des BIT, à savoir la soumission des rapports réguliers et des réponses aux demandes directes et observations de la commission des experts du BIT. Je propose l'écouter. Je voudrais remercier le Bureau international du travail et particulièrement le département de normes pour avoir répondu favorablement à notre requête pour une assistance technique qui nous permettrait de nous mettre à jour en matière de soumission de normes internationales du travail aux autorités compétentes ainsi que la présentation des rapports sur les conventions ratifiées. Cette initiative témoigne du dynamisme des relations de coopération existant entre le BIT et la République de Djibouti. Cette expertise va contribuer en premier lieu à renforcer les capacités des cadres de la direction du travail et de l'inspection du travail impliqués dans les relations avec le BIT et va également permettre à notre pays d'être en règle et à jour avec les sollicitations du BIT, à savoir la soumission des rapports réguliers et les réponses aux demandes directes et observations de la commission des experts du BIT. Et le dossier de l'édition de ce soir concerne le domaine économique de notre voisin éthiopien qui est parmi les 5 économies les plus dynamiques au monde. Après une décennie d'expansion continue, le pays a affiché en 2013 et 2014 pour la 11e année consécutive une forte croissance estimée à 10,3%. Les données ainsi que d'autres sources indiquent qu'au cours des 12 ou 13 dernières années, l'Éthiopie a connu une croissance colossale en termes de croissance économique en général, mais plus encore la réduction de la pauvreté démontre également les avancées réalisées dans de nombreux aspects de l'objectif du millénaire pour le développement. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire signé Asma Oubaker. L'Éthiopie. Voilà encore un pays qui connaît aujourd'hui une croissance économique absolument étonnante. Les tours et des bâtiments flambant neufs montent dans la capitale éthiopienne. Depuis une décennie, l'économie éthiopienne est une des plus dynamiques de la planète.
Elle pourrait à terme dépasser celle du Kenya. Il suffit de se promener dans Addis Abeba. Les immeubles y poussent comme des champignons. La capitale se dote même d'un métro aérien. La construction de ces bâtiments qui jalonnent le long des principales voies de la capitale éthiopienne témoigne de la croissance rapide de l'économie éthiopienne. Avec un fort taux de croissance de 8 à 10%, le pays a réalisé des progrès considérables pour devenir l'une des économies qui se sont développées le plus rapidement au monde. Elle est en passe de devenir la locomotive de l'économie des pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en plein cœur d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne qui est en plein essor avec les grands chantiers en construction. L'Éthiopie passe progressivement d'un statut du pays agricole à celui d'un pays industrialisé. Le pays compte figurer parmi les pays émergents. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn lors d'une interview accordée à notre chaîne. Rappelons que cette année, l'Éthiopie est devenue la première destination touristique du monde. Le pays est en pleine mutation. Tout a commencé avec l'accession au pouvoir du défunt Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, qui a su arrêter des orientations qui à ce jour ont abouti aux résultats escomptés. Le chemin vers le progrès tracé par feu Meles Zenawi est aussi poursuivi par l'actuel Premier ministre Haile Mariam Desalegn. Un tel progrès résulte du choix de multiples orientations stratégiques dans différents secteurs, dans l'agriculture et l'amélioration des prestations de services. Ainsi, d'importantes réformes sont menées actuellement pour renforcer le service et la production agricole, qui reste la base essentielle de l'économie éthiopienne. Le pays connaît ce rythme de développement depuis plus d'une décennie. Le développement de l'Éthiopie est unanimement reconnu comme étant une des grandes réussites du continent africain. Sur le plan de l'énergie, l'Éthiopie a intensifié grâce à un immense barrage, celui de la Renaissance, sa production d'électricité indispensable au développement en cours. À signaler également le renforcement des sites touristiques du pays qui a accueilli en 2015 le plus important nombre de touristes au monde. En raison de ce développement, le pays a su attirer bon nombre d'investisseurs étrangers, à la tête desquels se trouve la Chine. Cette dernière finance les plus grands projets d'infrastructures en cours de réalisation ou déjà réalisés. Des sociétés chinoises ont par ailleurs délocalisé leurs usines de production ici en Éthiopie en raison d'une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Depuis quelques années, le gouvernement éthiopien met tout en œuvre pour faire les industries étrangères. Au ministère de l'économie, on assume parfaitement ce choix politique. Il n'aurait que des avantages à mettre le peuple au travail. Le gouvernement éthiopien veut éradiquer la pauvreté et créer des emplois. L'Éthiopie accueille des milliers d'entreprises avec des investisseurs chinois, turcs, de toute nationalité. Le pays veut des profits maximum. Actualité hors de nos frontières, Burkina Faso, on entame depuis hier un deuil national de 3 jours après l'attaque menée par les djihadistes qui a coûté la vie à 29 personnes et a fait une trentaine de blessés. Hussein Aoulet. Le Burkina Faso a entamé hier un deuil national de 3 jours. Et c'est après l'attaque de djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque a été menée au cœur d'Ouagadougou, la capitale burkinabé. L'attentat terroriste qui a visé un hôtel de la ville a fait 29 morts, dont de nombreux étrangers. Depuis l'attaque, les forces de l'ordre poursuivent des opérations de ratissage à la recherche d'éventuels autres hommes armés. Le président burkinabé, Christian Kaboré, a annoncé que la sécurité serait relevée d'un cran dans le pays pour faire face à d'autres menaces. Dans un message télévisé adressé à la nation, il a demandé à la population de respecter les nouvelles restrictions de circulation imposées pour des raisons de sécurité. Le chef de l'État a demandé aux Burkinabés de rester unis dans le combat contre le terrorisme. Dans la capitale Ouagadougou, les forces de l'ordre ont fouillé 129 hôtels à la recherche d'éventuels combattants djihadistes. 12 enquêteurs français
6 gendarmes et 6 policiers sont arrivés hier au Burkina Faso pour aider les forces de sécurité du pays à mener l'enquête. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité par ailleurs. Restez avec nous pour le reste du programme.